Cet après-midi, à l'occasion des 30 ans de sa disparition, je vous raconte un homme à la tête d'une industrie de pointe. La pointe, c'est celle des stylos à billes, qu'il a produit en immense quantité, des stylos que l'on utilise encore, et dans le monde entier, où la véritable histoire du baron Bic, le milliardaire au stylo. Comment a-t-il eu l'idée de créer un stylo à billes jetable ? Dans quel contexte économique a-t-il fondé le groupe qui porte son nom ? L'avenir peut-il être au tout jetable ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 3 septembre 1965, c'est bientôt la rentrée des classes, et c'est surtout un coup de tonnerre dans les écoles de France. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale autorise l'emploi du stylo à billes dans les lycées et collèges. Une révolution qui menace de détrôner la plume et l'encrier. Scandale. Dans France Soir, un directeur d'école s'indigne. Écrire à la plume est un devoir de politesse envers les instituteurs. Dans le journal d'un syndicat enseignant, un inspecteur regrette qu'on oublie, je cite, « les habitudes pratiques et mentales que l'écriture à la plume contribue à créer, l'attention minutieuse aux détails, la légèreté incisive d'un tracé plus personnel, le goût du travail aussi bien présenté que possible. » C'est que manier la plume sergent-major, après l'avoir trempée dans l'encrier, est tout un art. L'épaisseur du trait varie selon la pression qu'on exerce et permet de former d'harmonieux pleins et déliés. Mais non, rien n'y fait. La plume perd son monopole. Le texte ministériel affirme qu'il n'y a pas lieu d'interdire les crayons à billes qui, je cite là encore, permettent sans effort excessif des doigts, du poignet, de l'avant-bras, d'obtenir progressivement une écriture liée, régulière et assez rapide. Sans effort, l'expression est lâchée, et c'est bien la promesse du stylo à billes. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, dans ces ateliers de Clichy, un homme se frotte les mains. C'est Marcel Bic. Bic avec un H à la fin. C'est une victoire de plus pour son stylo cristal, le premier stylo Bic, Bic sans H, que l'entrepreneur commercialise depuis 1951. Cette rentrée à l'école marque une nouvelle étape dans une ascension vertigineuse. Au tout début, rapporte son épouse Laurence dans la biographie qu'elle lui a consacrée, Marcel Bic estimait que s'il parvenait à vendre 10 000 stylos par jour ouvrables, ce serait un beau succès. 45 ans plus tard, lorsque l'industriel disparaît en 1994, il s'en écoule quotidiennement 15 millions dans le monde. Aujourd'hui, c'est 30 millions. Et le mot Bic est devenu un nom commun dans le dictionnaire, quasiment le synonyme de stylo bille. L'aventure industrielle de Marcel Bic ne ressemble à aucune autre, si bien qu'elle était étudiée dans les écoles de commerce. Un sacré paradoxe pour un entrepreneur autodidacte qui n'a jamais cessé de fustiger la technocratie. La meilleure école des affaires, confiera-t-il un jour dans Paris Match, c'est de se réveiller un matin avec la peur de la faim. Je vais vous raconter comment un fils d'émigré italien désargenté a créé un empire mondial avec un petit objet qui pesait 16 grammes à la naissance. Il a fallu 2 ans de recherche pour mettre au point le premier stylo Bic, le cristal, en 1950. Il y a déjà eu à l'époque plusieurs tentatives pour lancer le crayon à billes, mais rien de formidable. Il bave, il crachote, il s'enraye. Reynolds, Eversharp, Biro s'y sont cassés les dents. Marcel Bic a lui un mantra. Méthode, précision, discipline. Bref, il ne laisse rien au hasard. Impasse des Cailloux à Clichy où sa société PPA Porte-Plume, Porte-Mine et Accessoires a installé son atelier. On désosse les stylos concurrents, on cherche les causes des fuites, on fait des essais pour déterminer la viscosité idéale de l'encre, le meilleur design à donner à la pointe et comment y enchasser la microbille d'acier pour qu'elle tourne librement. Si son apparence nous paraît banale aujourd'hui, le Bic est dès son origine un bijou de haute précision pensé dans ses moindres détails. Le tout premier cristal est long de 14,3 cm, son corps hexagonal, pour mieux le tenir en main, fait 8 mm de diamètre. Et il est transparent pour suivre le niveau d'encre, suffisante pour, se vante-t-on, écrire sur 3 km. Une merveille de simplicité qui doit permettre d'écrire en toute autonomie. L'instrument est beau parce qu'il est fonctionnel, affirme Marcel Bic. Reste maintenant à le vendre. Mais remontons d'abord au tout début de l'aventure. Marcel Bic est né à Turin le 29 juillet 1914. Son père, Mario, possède le titre de baron grâce à un aïeul qui s'est distingué au XIXe siècle
au service du futur roi d'Italie. Mais le temps de la gloire est passé. Mario est ingénieur des mines de formation. Surtout, il a la bougeotte, il aime faire des projets. En 1923, alors que Marcel a 9 ans, il embarque toute la famille à Madrid, où il va vendre des machines à café, puis des automobiles. 2 ans plus tard, nouveau grand chambardement, direction la France. Mario achève de liquider l'héritage de son épouse pour acquérir une propriété agricole en Touraine, près de Montrichard. Marcel, lui, est envoyé en pension à Arcachon dans un établissement tenu par des dominicains. Il y passe 5 ans avant de rejoindre ses parents à Paris, où ils se sont installés après l'échec de leur aventure agricole. En 1930, toute la famille est naturalisée française. Marcel étudie au lycée Carnot. Il se lie à des jeunes gens de bonne famille qui lui font découvrir la belle vie de la bourgeoisie. Les résidences à la campagne, le tennis, l'équitation. Mais le bac en poche, Marcel n'a pas comme eux les moyens de rejoindre une grande école. Il s'inscrit en licence de droit où il ne sera pas un étudiant très assidu. Sa famille n'a pas le sou. Il doit travailler pour les aider. Rapidement, il enchaîne les petits boulots, d'abord des livraisons en camionnette, puis il est représentant en lampes électriques et enseignes lumineuses. Enfin, il décroche son premier poste fixe, un job de scribouillard selon son propre terme, dans une maison d'articles de bureau. Là, Marcel observe et ce qu'il voit le désole. Un directeur qui, sitôt arrivé au bureau, téléphone à sa maîtresse, des factures qui traînent, impayées, des expédients de trésorerie, une gestion approximative. Mais il apprend tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il construit sa vision du bon fonctionnement d'une entreprise. Lorsque la société est rachetée, 1 fois, puis 2, Marcel en profite pour monter en grade. Le voici bientôt directeur de production dans la société des encres Stephens. Formé sur le tas, Bic rivalise avec ses amis bardés de diplômes. C'est un homme ambitieux et pressé. Il se marie en 1937 avec Louise, issue d'une grande famille bourgeoise. Marcel a 22 ans. L'année suivante, il est père pour la première fois. Une vie à 100 à l'heure. Au total, il aura 3 épouses et 11 enfants. Mobilisé pendant la drôle de guerre, il poursuit sa carrière de cadre pendant l'occupation. Mais à la Libération, on s'est décidé. Il veut voler de ses propres ailes. Il a 30 ans et de grandes ambitions. Plus question d'attendre. Avec un associé, ils mettent la main sur un petit atelier de 300 mètres carrés au fond d'une impasse de Clichy, dans la banlieue nord de Paris. La société PPA est créée le 25 octobre 1944. Elle fait de la sous-traitance, fournissant notamment des corps de porte-plumes pour différentes marques. Mais l'activité vivote, Marcel Bic cherche la martingale. En 1948, après avoir été dubitatif, il décide de tout miser sur le stylo-bille. Le premier qui saura tenir la promesse de l'instrument gagnera la bataille, se persuade-t-il. En 1950, ça y est, le stylo cristal est là, dont Marcel vante le glissant parfait de la bille, le débit régulier de l'encre, l'écriture aisée en tous sens. Pour le commercialiser, le jeune patron contacte ses clients habituels, Waterman et compagnie, qui proposent déjà une large gamme d'instruments destinés à l'écriture. Mais là, c'est la douche froide. La réponse est unanime, c'est non. C'est vrai, à quoi bon s'encombrer d'un nouveau produit bon marché aux marges forcément ridicules ? Non merci, monsieur Bic, gardez vos petits stylos en plastique. La déconvenue est rude. Marcel Bic rumine et doit surtout absolument trouver une solution. C'est la survie de sa petite entreprise qui est en jeu. En 1950, voilà le jeune Marcel Bic, industriel et autodidacte, qui n'a jamais appris à faire un business plan ni pris des cours de marketing, avec en poche un petit objet qu'il juge révolutionnaire et sur lequel il a tout misé. Son stylo-bille est simple, efficace et si bon marché qu'on peut ensuite le jeter sans regret pour en acheter un autre. Le marché est là et il en est persuadé. Alors que dans les siècles passés, une majorité de gens devaient écrire seulement 1 ou 2 fois dans leur vie pour une naissance ou un mariage dont ils étaient les témoins, l'homme du milieu du XXe siècle doit sans cesse prendre des notes, signer un chèque, dessiner un plan, remplir une facture, bref, il n'arrête pas d'écrire. Et le stylo-bille va lui changer la vie. Sauf que il faut maintenant transformer cette intuition en vente sonnante et trébuchante. Problème numéro 1. Les premiers modèles vendus par ses concurrents sont de mauvaise qualité. Le public, donc, doute du produit. Problème numéro 2. Les papeteries, où se vendent tous les accessoires d'écriture, ne voient pas l'intérêt de faire une place à un produit à un si petit prix. Eh bien, puisque personne ne veut s'occuper de vendre ses stylos, Bic va s'en occuper lui-même.
Ni une ni deux, Marcel Bich décide de créer sa propre marque et de commercialiser lui-même sa production. L'industriel se fait distributeur. Les stylos Bic ont mauvaise réputation. Il faut que le sien s'identifie facilement et marque sa différence. On commence par inventer la marque Bic, sans H donc, un mot court, simple comme l'objet sur lequel on va pouvoir communiquer aisément. Le premier slogan, crayon à billes, non, crayon à Bic. La montée en puissance des publicités est progressive, mais implacable. En 1951, 34 magazines et 90 journaux relayent la campagne. Les publicités Bic, toujours supervisées en direct par Marcel lui-même, précisons au passage qu'en toute chose, le patron prend personnellement toutes les grandes décisions, pas besoin d'une armée de supermanagers, un chef suffit. Les pubs Bic donc deviendront un cas d'école. On entendra bientôt sur toutes les radios périphériques la chanson « Elle court, la pointe Bic » sur l'air d'Il court, le furet. Dès l'été suivant, une camionnette surnommée d'un Bic cristal géant sillonnera le pays avec la caravane du Tour de France. Puis ce sera le garçon Bic à tête de bille, dessiné en 1961 par Savignac, qui permet d'identifier la marque au quart de tour. Mais 10 ans avant, toujours en 1951, Marcel Bich a une seconde idée géniale. Il va vendre ses stylos dans un réseau alors tout à fait étranger au secteur de la papeterie, les bureaux de tabac. D'un seul coup, il change l'équation. Le Bic gagne rapidement une couverture nationale et entre dans la vie courante des Français. Le stylo cristal est vendu 50 anciens francs et décliné en 5 couleurs, le violet s'ajoutant aux 4 couleurs que nous connaissons. Une campagne de pub établira une typologie. La jeune fille sentimentale écrite en bleu, la bucolique en vert, la mélancolique préfère le noir, la volcanique le rouge. Quant à la couleur violette, c'est pour la jeune fille modeste. À la fin de l'année, Paris gagné. 1 an tout juste après leur lancement, 21 millions de points de Bic ont été vendus en France. Le chiffre d'affaires de la société double. Marcel Bich n'est pas peu fier. Lui, le fils d'émigré, a réussi. Il redore le blason de la famille. Et il en profite pour s'offrir sa première Rolls-Royce. Il ne va pas se priver. Mais attention, il ne relâche pas un instant son rythme de travail. Sa voiture de luxe est toujours la première à se ranger chaque matin le long de ses ateliers à 7h30 pétantes. Ce sera un rituel. Les ouvriers, en arrivant à l'usine, verront toujours l'auto du patron déjà garé devant les ateliers. Début 1952, dans son bureau de l'impasse des Cailloux, Marcel Bich fait ses comptes, trace des prévisionnels, cherche la meilleure stratégie pour développer les exportations. Les affaires décidément lui sourient. Il se sent un don pour être chef d'entreprise. Mais voilà qu'on frappe à la porte. Un huissier vient de déposer un papier timbré. Un certain Henri-Georges Martin attaque la société PPA pour contrefaçon. Cet homme d'affaires britannique a racheté le brevet déposé en 1945 par un inventeur hongrois, Laszlo Biro, qui décrit le principe d'un instrument à billes rotatives. Patatras, tout s'écroule. Le succès de son cher stylo Bic a éveillé les convoitises. Marcel Bich se penche sur le brevet. Oui, hélas, il a peut-être fait une erreur. Le 12 mars 1952, 1 an après le lancement réussi du premier stylo Bic, le tribunal civil de la Seine rend son verdict. La société PPA de Marcel Bich est reconnue coupable de contrefaçon et condamnée à verser 1,5 million de francs à Biro, le dépositaire du brevet, à titre provisionnel et à la confiscation de tous ses stocks de stylos. Dans les bureaux de Clichy, c'est la consternation. Se pose alors une question. Est-ce qu'on arrête tout, patron ? Le lendemain, Marcel Bich ne change rien à ses habitudes. À 7h30, sa Rolls est sur le parking et lui est sur le pont. Il annonce rapidement sa décision. Non, on n'arrête rien, au contraire. Je fais appel de la décision, ce qui va suspendre le jugement et nous donner du temps. Et ce délai, c'est quelques mois, on va en profiter pour accélérer, doubler la mise. On augmente le budget pub, on augmente la production, on fonce. Pour le reste, faites-moi confiance. Voilà que fleurissent des dessins fluo à la gloire de Bic sur les Champs-Élysées. Des affiches couvrent l'arrière des autobus, les barrières de chantier. Le cristal est partout, jusque sur les buvards qu'utilisent les écoliers pour sécher l'encre de leur plume sergent-major. La première partie de son plan exécutée, Marcel Bich apprend que son recours va être examiné le 2 mars 1953. La veille, il prend la route, roule toute la nuit jusqu'à Zurich et se présente à l'hôtel où Henri-Georges Martin, son adversaire dans le procès, est descendu pour régler ses affaires.
Marcel Bich qui va au culot. Il déploie les chiffres de l'année 1952. 31 millions de stylos vendus en France, 6 millions au Benelux, 1,2 milliard de francs de chiffre d'affaires. Tout arrêter maintenant, c'est tuer la poule aux œufs d'or, explique-t-il. Le stylo Bic est meilleur, il fait mieux que ses concurrents à l'étranger qui disposent de la licence Biro. Et si on procédait autrement, propose Marcel Bich. Bingo. La cour d'appel n'aura pas besoin de statuer. Les deux adversaires concluent un deal. La société PPA paye 100 millions de francs à Biro et gagne le droit de produire et d'exporter ses stylos Bic dans 21 pays en échange de royalties de 6%. Les deux hommes d'affaires deviennent associés et même amis. 5 ans plus tard, Bic rachètera le groupe Biro. Plus rien ne peut désormais stopper l'ascension du Bic, qui se perfectionne, s'allège, se décline en stylo 4 couleurs ou en pointe fine avec son célèbre plastique orange, et un brevet pour la protéger est d'ailleurs déposé. Le orange, qui sera la couleur de la marque, s'impose en force jusqu'aux États-Unis. La méthode de Bic est simple, vendre en masse et à bas prix. Pour abaisser les coûts au maximum, il faut contrôler toute la chaîne. La firme fabrique elle-même l'encre des stylos, mais également les tubes en plastique. À l'origine, ceux-ci étaient achetés 140 000 francs anciens, le kilo à Rhône-Poulenc. Produits en interne, ils ne coûteront bientôt plus que 25 000 francs le kilo. Marcel Bich, qui devient le baron Bic à la mort de son père, est un homme de défi. Dans les affaires, confie-t-il, quand ça va bien, je suis inquiet. Le calme peut bien cacher quelque chose. En revanche, en cas de tempête, je suis à l'aise parce que je suis en éveil. Et étant un bagarreur né, je m'attaque au problème. La tempête, justement. L'homme d'affaires, qui est devenu richissime, se pique maintenant de voile. Chaque été, au mois d'août, alors que toute l'entreprise du PDG aux ouvriers se met aux abonnés absents, il embarque sa grande famille sur la Côte d'Azur où il prend goût à manœuvrer des voiliers de plus en plus gros et rapides. Il aime la compétition, alors il se lance dans la plus prestigieuse et la plus inabordable course de l'époque, la Coupe de l'America, chasse gardée des Anglo-Saxons. Hop, direction New York. Au prix d'un investissement considérable, Bic va être le premier à porter les couleurs de la France, se lançant dans la bagarre à 4 reprises entre 1970 et 1980. Mais il fait chou blanc et se retrouve largement moqué avec son caprice de parvenu. Il n'empêche, il donne de sa personne, prend même la barre et vit une grande aventure sportive. Après tout, il n'a rien à prouver. Il veut simplement ne pas s'ennuyer. Nous sommes en novembre 1972. Marcel Bich donne une conférence de presse. Il a une annonce à faire. Quand je me suis surpris à bâiller à l'usine, j'ai compris que je ne tiendrais pas mon serment d'ivrogne et que j'allais entrer dans la voie de la diversification. C'est parti pour le briquet jetable en 1973, puis le rasoir jetable en 1976, qui sera l'occasion d'une bataille homérique avec le géant Gillette. 2 nouvelles réussites. La marque Bic est aujourd'hui leader mondial pour le briquet jetable et 2e pour les rasoirs jetables. On trouvera même à partir de 1979 des planches à voile Bic qui s'imposent sur ce marché avant que la mode ne retombe. Seul le parfum jetable à 20 francs fait un flop en 1988. Le petit Italien débarqué en France à 11 ans et naturalisé à 16 est devenu milliardaire. Il cherche parmi ses ancêtres piémontais et savoyards d'où peut bien lui venir cet instinct d'entrepreneur. Et il profite de son argent. Amoureux des voitures, il passe de Rolls-Royce à Bentley. Il s'achète un château dans le Val d'Aoste, terre de ses ancêtres, qu'il fait retaper à grands frais. Organise de grandes parties de chasse dans son immense propriété de Sologne, où plus tard il fera réaliser un golf grandiose. Le self-made man a fait son trou chez les grands patrons, mais il garde toute sa vie une vision bien à lui des affaires et un franc-parler corrosif. Marcel Bich racontait que pour recruter ses collaborateurs, il leur demandait de préparer un feu, meilleur moyen selon lui de vérifier leur sens pratique. Bich en toute chose n'en fait qu'à sa tête. Il n'appartient pas à l'establishment des PDG français. En 1972, après avoir financé tout son développement en fonds propres pour garder son indépendance, la société Bich entre en bourse. L'année suivante, dans une lettre aux actionnaires, le baron met les points sur les i. La société que j'ai dirigée pendant les 20 dernières années n'est pas le fruit d'une formation reçue dans une business school américaine ou française. Elle est le résultat de la dure école des affaires dans laquelle je suis entré à 18 ans par la petite porte. Personne ne me contestera le titre de moneymaker. Et d'ajouter un peu plus loin, nous sommes férocement anti-technocratiques. La technocratie est le mal de notre époque. Elle aboutit à une pléthore de gestionnaires, d'organisateurs. Mais quand il s'agit de faire le boulot, il n'y a plus personne. Voilà, c'est dit.
Et pour aller au bout de sa logique, le baron Bick créera un jour, à côté de son golf en Sologne, son premier institut de formation qu'il baptise ANE, pour apprentissage naturel de l'entreprise, et surtout l'anagramme ironique de l'ENA. Il avait fait venir des ânes d'Espagne, raconte Laurence Bick, son épouse, pour servir d'exemple aux élèves. L'intelligence des Baudets étant, selon lui, largement sous-estimée. De nombreux postulants humains se présentèrent, qui furent sélectionnés notamment par des tests graphologiques. Toutefois, il resta au final peu de candidats, la plupart effrayés à la perspective de dormir dans des bâtiments sans chauffage l'hiver. Je crois qu'un seul termina la session, se souvient la baronne Bick. Marcel Bick, lui, aurait sans doute persévéré, mais il a alors plus de 70 ans et ses forces déclinent. Il doit organiser sa succession. En 1993, son fils Bruno est nommé PDG de la société. Tout juste un an plus tard, le 30 mai 1994, il y a 30 ans jour pour jour, le baron Bick s'éteint, à quelques semaines de ses 80 ans. Bick, son bébé, lui survit largement. La marque est toujours aujourd'hui leader incontesté du marché mondial du stylo jetable. Le seul stylo cristal s'est vendu à plus d'1 milliard d'exemplaires depuis sa commercialisation en 1951. Consécration suprême, il est exposé au MoMA, le musée d'art moderne et contemporain new-yorkais, tandis que l'écrivain et essayiste italien Umberto Eco a salué le Bick comme l'unique exemple du socialisme réalisé, car il annule tout droit à la propriété et toute distinction sociale. Le baron Bick, socialiste, a un paradoxe de plus pour un patron décidément pas comme les autres. Europe 1, historiquement vôtre. Sylvain Bersinger, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Pour Umberto Eco, le stylo Bic est donc l'unique exemple du socialisme réalisé, car il annule tout droit à la propriété et toute distinction sociale. Que pensez-vous de cela ? C'est intéressant comme citation, parce qu'en fait c'est vrai que le stylo Bic, déjà c'est très peu cher, c'est le but, c'était le but de faire un produit qui a un prix le plus bas possible pour être vendu en plus grande quantité possible. Donc j'ai envie de dire, tout le monde ou presque peut s'acheter un stylo Bic. Et donc les gens très modestes en ont un, mais on a aussi des traders à Wall Street, alors avant que ce soit tout informatisé, qui notaient aussi sur des bouts de papier leurs échanges avec un stylo Bic. Donc c'est vraiment un produit qui peut être accessible à tout le monde et que tout le monde a pu utiliser. Donc je trouve qu'en ça, alors socialisme, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a une forme de démocratisation de l'écriture avec le stylo Bic. Sylvain Bersinger, vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés aux entrepreneurs et entrepreneuses de légende. Quelles ont été les principales qualités de Marcel Bick en tant qu'entrepreneur ? Quelles sont plus globalement les qualités communes à tous ces entrepreneurs dont vous avez étudié le parcours ? Ils ont un dénominateur commun ? Alors, à la fois oui et non, puisque ils ont parfois des personnalités, des parcours très différents, mais il y a aussi, je trouve, un dénominateur commun qui est la ténacité, l'envie de réussir, quelque chose qui n'est pas forcément du domaine du rationnel, qui leur tient aux tripes et qui leur fait se dire, des fois de manière très risquée, de manière inconsidérée, qui leur fait se dire, allez, je lance mon entreprise, je crois en mon produit. Et je trouve que le baron Marcel Bick correspond bien à cette caractéristique de l'entrepreneur. Quand il lance son entreprise en 1945, il démissionne d'un poste qui était parfois plutôt confortable pour lancer une entreprise avec un associé dans un petit atelier de Clichy. Il a très peu de capitaux, il lance des produits innovants. Innovant, c'est que des stylos, mais en fait, il a une manière de les penser qui est innovante. Donc oui, je trouve il incarne vraiment la figure de l'entrepreneur. L'ancien président américain George W. Bush aurait dit un jour à l'ancien premier ministre britannique Tony Blair qu'il n'y avait pas de mot en français pour entrepreneur, qui se dit de la même façon en anglais. Grossière erreur, pourquoi la France a-t-elle cette réputation ? Le parcours de Marcel Bick est pourtant un parfait contre-exemple, non ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a souvent, alors en France et de l'étranger, la vision que la France serait un pays uniquement de fonctionnaires où il y a peu d'entrepreneurs. En fait, c'est pas du tout exact. Quand on regarde le nombre de grandes entreprises, de grands entrepreneurs en France et dans les pays comparables européens ou même aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus gros, donc forcément, proportionnellement, il y a plus d'entrepreneurs. Mais en fait, il y a plein de réussites entrepreneuriales et la France est un pays qui est aussi très ouvert sur les mondes des affaires. On l'oublie, mais au début du XXe siècle, la capitalisation boursière en France rapportée au PIB était plus élevée en France qu'aux États-Unis. Donc il y a depuis longtemps, depuis la révolution industrielle, une tradition de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, des affaires, de la finance en France, qu'on a oublié parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien contester, on aime bien avoir un État puissant. Donc dans l'imaginaire qu'on peut avoir, la France n'est pas forcément un pays d'entrepreneuriat, mais je crois que c'est une grossière erreur de le penser. Mmh.
Marcel Bic a lancé son entreprise dans les années 50. Il en a tenu les rênes pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'il appartient à une génération révolue de patrons comme ça qui sont au gouvernail pendant des années ? J'ai envie de dire oui et non. Alors il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec des grandes réussites, donc c'est en ça j'ai envie de dire que c'est pas révolu, mais je trouve qu'il y a des particularités de son parcours qui, c'est vrai, on retrouve moins aujourd'hui. Et notamment le secteur dans lequel il s'est lancé dans l'industrie. Donc il a commencé avec un petit atelier à Clichy qui est devenu une multinationale du stylo, puis du rasoir, de la planche à voile même. Et aujourd'hui, en termes de secteur, on pense plus à la tech, on pense plus aux nouvelles technologies de la communication. Pensons à Xavier Niel, pensons à d'autres entrepreneurs dans l'intelligence artificielle actuellement. Donc je trouve qu'il y a une spécificité un petit peu sectorielle. Le côté je lance un petit atelier qui devient une multinationale dans l'industrie, je trouve que c'est beaucoup moins présent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a certaines caractéristiques de son parcours qui pourraient plus difficilement se retrouver au XXIe siècle. Mmh. Mais l'histoire de ce patron, c'est celle d'un homme autodidacte et volontaire, celle en somme d'un self-made man à la française. Cela rajoute du storytelling, comme on dit, à l'histoire de sa marque ? Bien sûr, parce que ça donne un côté un petit peu incroyable. C'est vraiment ça pourrait être une saga d'un entrepreneur californien qui commence dans son garage et puis qui monte une multinationale. Alors lui, c'est dans un petit atelier, mais il y a un côté encore plus fort de voir quelqu'un qui est parti de rien. Il était baron, il avait un titre de baron, mais c'était un titre ancien. Il était assez pauvre en fait. Et donc il a commencé seul avec un associé, avec très peu de capitaux. Et donc sa réussite est encore plus impressionnante et fulgurante qu'il a commencé d'autant plus bas. S'il avait hérité d'une entreprise déjà prospère, son parcours aurait paru moins stupéfiant. Sylvain Bersinger, revenons sur le contexte dans lequel Marcel Bic crée le groupe Bic. Nous sommes au début des années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Pourriez-vous nous rappeler ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui favorise, au fond, cette croissance économique et l'augmentation du niveau de vie des Français ? En fait, il y a plusieurs facteurs qui se rejoignent après la guerre. Donc là, on est début des années 50 et qui vont faire que pendant alors on dit 30 glorieuses, c'est plus les 25, mais enfin peu importe, on va pas chipoter, qui vont faire qu'on va avoir plusieurs décennies de très forte croissance. Alors déjà, on s'inspire de ce qui a marché aux États-Unis, puisque après la guerre, économiquement les États-Unis sont très en avance sur la France et on va appliquer en France ce qui a fonctionné chez eux. Donc le Fordisme, la production standardisée, tout un tas de technologies dans l'automobile, l'aviation, les télécommunications. Et il y a un aspect, je pense, très important et qu'on souligne peut-être pas assez, c'est la démographie. C'est le baby boom, donc il y a beaucoup de jeunes et encore peu de retraités, donc peu de charges par exemple sur les retraites. Et il y a un troisième aspect, à mon avis aussi trop négligé, qui est l'évolution sociale, l'évolution de la place des femmes dans le monde du travail. Puisqu'en fait, avant, les femmes travaillaient principalement dans leur foyer. Et là, avec la pilule contraceptive, avec les évolutions sociétales, avec des nouveaux appareils électroménagers, les femmes vont arriver massivement dans le marché du travail. Donc en fait, ils se concentrent sur quelques décennies des évolutions technologiques, économiques, sociales, sociétales, qui font que tous les astres sont alignés pour qu'il y ait une très forte croissance. Très rapidement, c'est grâce au stylo jetable que Marcel Bic va faire fortune. L'entreprise se lancera ensuite, je l'ai raconté, dans la production de briquets, de rasoirs, de planches à voile et même de téléphones. Mais alors, quel est le point commun de tous ces produits ? Alors, je dirais que dans l'esprit du baron Bic, il y avait l'idée de s'attaquer au marché où il peut faire un produit simple, alors jetable effectivement, simple, produit en très grande quantité et bon marché. Donc le stylo Bic, c'est typiquement ça. En gros, c'est le Henry Ford du stylo. Henry Ford, il avait dit, moi les voitures, je vais les faire simples, fonctionnelles, en très grande série, le moins cher possible. Et en gros, un produit doit répondre à une mission précise. La voiture d'Henry Ford, c'est se déplacer. Le stylo, c'est écrire. Le rasoir, c'est juste couper la barbe. On s'en fiche que ce soit joli, on s'en fiche que le produit ait du design, on s'en fiche que le produit fasse rêver. Le tout, c'est que il remplisse efficacement un objectif au prix le plus bas possible. Et pour qu'il y ait le prix le plus bas possible, il faut produire en très grande quantité. Et donc voilà, le stylo, le rasoir, le briquet, comme vous l'avez dit, l'idée c'est d'en le produire en très grande quantité, pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale, pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle et avoir le prix le plus bas possible. Mais ceux avec lesquels le baron Bic rencontrera le plus de succès sont les objets, les produits jetables.
Oui, il y a l'idée du jetable, c'est-à-dire que le fait que ce soit jetable permet de faire un produit en fait à un prix très bas, parce que du coup vous n'avez pas besoin de faire un produit très 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 raffiné, très recherché. Si vous prenez un stylo un peu haut de gamme, un peu de luxe, dont la forme, dont le packaging, dont les matériaux qu'il compose sont nobles, eh bien vous n'allez pas vous ne pouvez pas le jeter, mais du coup ça fait un objet cher. Donc là, l'idée, c'est de faire un objet vraiment bon marché et tellement peu cher en fait qu'il puisse être jeté. Et donc comme ça, le matériau que vous mettez dedans est juste nécessaire pour que l'objet remplisse sa mission première. Donc allumer une flamme, écrire, couper un poil de barbe. Et une fois qu'il a rempli cette mission, il est tellement peu cher qu'on peut le jeter. Je le racontais dans mon récit, mais pour développer sa marque, le Baron Bic a eu massivement recours à la publicité. C'était inédit pour l'époque où la communication était déjà le nerf de la guerre. Enfin, c'est les prémices en tout cas. Oui, c'est les prémices. Je dirais que la publicité moderne, elle a commencé à naître avant-guerre en France, hein, avec Marcel Bleustein-Blanchet, qui a fondé Publicis, hein, qui a professionnalisé, on va dire, le métier de la publicité, qu'on appelait à l'époque la réclame. Je dirais que les 30 Glorieuses, c'est aussi la grande époque de la publicité. Donc là-dessus, je trouve que le Baron Bic suit le mouvement plutôt qu'il ne le précède. Mais c'est sûr qu'il a eu recours massivement à la publicité, puisque sa stratégie, c'est de faire un produit très peu cher. Pour faire un produit très peu cher, il faut qu'il soit produit en très grande quantité, donc il faut qu'il se vende en très grande quantité. Donc je dirais que c'est un modèle économique qui est un petit peu dans lequel on est un peu obligé de faire la publicité pour avoir un produit de masse qui est connu et qui se vend très massivement. Mais l'autre intelligence de Marcel Bic, c'est de fonder un groupe qui porte son nom en supprimant une lettre, BIC, parce que évidemment ça se prononce Bic dans toutes les langues et ça permet de s'imposer sur le marché international. Oui, alors il a très vite eu une réflexion, non pas uniquement française mais internationale, parce que en fait ces produits, donc le stylo, plus tard le rasoir ou le briquet, sont des produits en fait très simples et qui servent, dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'un stylo, des Français, des Italiens, des Américains. Enfin, tout le monde peut avoir besoin d'un stylo, d'un rasoir, d'un briquet. Et en fait, plus son groupe s'étend, plus il produit en très grande quantité, et donc plus il peut baisser les prix. Par exemple, plus il va acheter la matière première, le plastique ou l'encre, en quantité importante, et donc plus il peut baisser les prix. Donc en fait, cette stratégie d'un produit de masse au prix le plus bas, plus vous avez un marché qui est grand, et plus ça fonctionne. Donc c'est assez logique du coup que très vite il ait une stratégie internationale. Mais aujourd'hui, le groupe Bic garde le monopole du stylo, non, dans le monde. Alors le monopole, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas une position dominante. Il y a la Chine où ils sont un petit peu moins présents, mais c'est vrai que dans la plupart des pays, Bic est la référence du stylo. On connaît bien sûr la marque Bic, mais en fait le groupe Bic est beaucoup plus grand que ça, hein. Ils ont racheté tout un tas de marques. On peut penser par exemple à Tipex, à Conté, Critérium, Sergent Major, et il y en aurait d'autres. La liste est longue. Donc oui, c'est vraiment un groupe qui a, je dirais pas le monopole, mais en tout cas une position dominante sur le marché mondial du stylo. Une dernière question, Sylvain Bersinger. Le groupe Bic commercialise des produits jetables, stylos, briquets, rasoirs. Chaque jour, plusieurs millions de stylos de la marque se vendent. Mais à l'heure où l'écologie est au cœur de nos préoccupations, est-ce que ce modèle de produit jetable a-t-il encore de l'avenir ? Alors c'est vrai que quand le Baron Bic lance son produit au tout début des années 50, les questions écologiques n'étaient pas encore présentes, donc il a probablement pas pensé à cet aspect écologique de la chose. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que même si vous avez un stylo par exemple à encre, à plume, il vous faut racheter des cartouches, des recharges, même sur les rasoirs aussi, il faut changer la tête, sur les briquets, il faudrait racheter une bonbonne de gaz pour le remplir. Donc même sur d'autres types de produits, il y aurait aussi besoin d'acheter des recharges ou des composants qui générerait des déchets. Mais c'est vrai que avec les questions environnementales qui deviennent de plus en plus prégnantes, le modèle jetable peut être en mise en difficulté. Alors pour l'instant, c'est pas le cas, hein, la marque continue de se développer. Sauf s'il était biodégradable, il suffirait de le rendre biodégradable. Voilà, mais s'il était biodégradable, probablement que la matière première serait beaucoup plus chère et donc le modèle d'un produit très bon marché serait aussi entamé. Donc je pense que c'est une réflexion que les dirigeants actuels de Bic ont en tête et ils se posent ces questions-là. Mais pour l'instant, le modèle du jetable continue à fonctionner malgré les questions environnementales de plus en plus prégnantes. Merci beaucoup Sylvain Bersinger de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Baron Bic, le milliardaire au stylo.
Je rappelle que le dernier tome de votre collection Les Entrepreneurs de légende est paru chez Henrik B. Éditions. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.